Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes surtout en bonne santé et bien confinés, bien à l'abri. Voilà, je me suis fait un petit peu jolie parce que je m'invite dans votre salon, alors il faut que je sois un petit peu sur mon 31. Michel trouvait ça ridicule, mais moi je trouvais ça assez joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est pas ça ridicule. Pour les invités du public, vous savez que depuis plusieurs années, en compagnie d'Éric Russon, plusieurs saisons, nous avons invité des artistes à venir s'exprimer, à venir répondre à des questions, à venir un peu blablater avec Éric Russon qui leur posait des questions, le journaliste de la RTB. Nous avons donc une panoplie d'interviews, de rencontres, de causeries comme ça qui se sont faites de samedi en samedi, qui étaient là en levée de rideau pendant des années. Et nous les avons donc conservées. Elles n'ont pas été montées, donc elles sont parfois un peu longues et pas toujours très bien rythmées. Mais on pense que c'est le moment peut-être de vous les présenter. Comme ça, vous ne pourrez plus aller au théâtre, mais vous allez avoir les artistes dans votre salon. La semaine passée, c'était Jacqueline Beer. Vous avez été très nombreux à la regarder, à l'accueillir chez vous. Cette semaine-ci, nous vous proposons un autre soleil, un autre acteur, Antoine Guillaume. Voilà. On espère que ça va vous faire plaisir de le retrouver. Et puis, le suivant, ce sera une surprise. Voilà. On vous souhaite beaucoup de bon temps. Salut Eric. On se serre la main. On fait la vie. Mais oui. Ça va bien. Merci. Bonsoir. Alors Antoine Guillaume, on est dans le décor. Oui. Et on est, je dirais même, dans l'arrière du décor. Alors ceux qui l'ont vu savent évidemment de quoi on parle. En deux mots, j'ai l'impression que ce spectacle, j'en ai vu plusieurs dont tu étais la vedette, on va dire. Il rassemble, tout ce que tu aimes, et j'ai l'impression que c'est peut-être le plus personnel de tous. C'est rigolo parce qu'en fait, donc, on est dans l'arrière d'un décor. Et alors déjà, ce qui est sympa par rapport à cette idée d'être dans l'arrière d'un décor, c'est que à la base, c'est mon métier. Et donc, je joue quelque chose que je vis, ce qui est assez rare. D'habitude, au théâtre, on joue des trucs qu'on ne vit pas ou qu'on développe en se disant « Ah, si je le vivais, je le vivrais comme ça ». Ici, je joue que je suis dans les coulisses. Et ça m'arrive super souvent d'être dans les coulisses d'un spectacle et d'aller chercher les vêtements, d'en mettre, de les retirer vite, en devant rentrer sur scène. Donc ça, déjà, c'est super. Après, le plus personnel, c'est rigolo parce qu'il y a eu deux versions de ce spectacle. Il y a eu une version il y a pile 1 an, qui était proposée dans les esquisses du théâtre public, où on avait un format très réduit qui était de 45 minutes et où on s'était dit on va raconter toute l'histoire de la comédie musicale de Broadway en 45 minutes. On y est arrivé, mais c'était très rapide. C'était très dense aussi. Hein. C'était très dense, oui, c'était plein d'infos. Ouais. Et du coup, l'idée sur laquelle on était parti, c'était qu'il fallait mettre énormément d'humour là-dedans pour que les gens ne se disent pas oui, mais enfin, c'est juste didactique, on reçoit 150 000 infos par seconde, comment va-t-on faire pour retenir tout ça ? Et puis, Michel est arrivé avec une vraie option sur le spectacle. Et dans cette première version des esquisses, il n'y avait pas la partie personnelle qu'on raconte ici dans le spectacle. C'est-à-dire que Michel m'a dit maintenant c'est super, tu as une base technique de dates, d'histoire, tu racontes vraiment tous les grands points essentiels de la comédie musicale américaine. Je voudrais que tu écrives une 15aine de pages sur ton rapport personnel à la comédie musicale. Et donc, de cette deuxième écriture est arrivé un projet beaucoup plus personnel et beaucoup plus intime. Et là-dedans, lui et son assistante Lou ont été chercher des blocs qu'ils trouvaient pertinents et ils les ont ajoutés à la première mouture du spectacle. Et donc, du coup, en fait, ça raconte à la fois l'histoire de la comédie musicale américaine et en même temps la découverte par un gamin de 17 ans qui ne s'attend pas du tout à voir un grand spectacle à Londres avec son école, un pan du métier qu'il veut faire plus tard qu'il ne connaissait pas du tout. Et donc je crois que c'est ça qui est le point de départ et qui raconte le truc le plus personnel du spectacle. Mais quand je parlais de plus personnel, moi je me souviens d'un spectacle que tu as joué au TTO qui s'appelait Antoine Guillaume assume, qui était coécrit avec Sébastien Ministru. Où là aussi tu discutes, enfin tu te présentais à travers aussi ta passion pour la comédie musicale. J'ai l'impression ici que tu vas beaucoup plus loin. Est-ce que c'est justement l'exercice de l'écriture qui a amené ça ? C'est la première fois que j'ai écrit quelque chose pour moi. Et c'était d'ailleurs très flippant au moment de l'esquisse d'aller sur le plateau. Parce que, en fait, quand on étudie le texte de quelqu'un d'autre, d'un auteur,
on est dans une sorte d'application, c'est-à-dire j'ai bien étudié la manière de dire les choses. Ici, j'avais écrit, mais j'avais écrit comme je parle. Et donc, il y avait plein de moments où, en répétition, je me disais « oui, c'est bon, je connais ». Et puis 3 minutes après, je me disais « non, en fait, je ne connais pas du tout, j'ai l'impression que je suis très à l'aise, mais si ça se trouve, je n'ai pas du tout dit ». Et donc, j'ai eu le plus de fois besoin d'aller voir dans le texte si j'avais bien dit comme j'avais écrit, alors que c'était moi qui l'avais écrit. Et donc, oui, c'est beaucoup plus personnel, parce que pour la première fois, il y avait la mise en danger du comédien, mais surtout, est-ce que d'abord ça va intéresser les gens et est-ce que ma façon de parler quand je raconte une histoire à un public va les intéresser? Et donc c'est vrai que le premier soir de l'esquisse, on a dit, allez, avec la pianiste, on est rentré sur le plateau, on s'est dit, allez, on y va. Et donc il y avait les grands sourires et je me disais, ça va être une catastrophe s'ils n'aiment pas, je peux rentrer. Oui. Le risque est plus grand. Parce que voilà, tu portes ce spectacle un petit peu plus que les autres parce qu'il y a ton écriture derrière. Oui, sans doute. Et puis surtout parce que par rapport à Antoine Guillaume Assume, il y avait le couvert de l'humour. Et avec l'humour, on a quand même encore un masque derrière lequel on peut se cacher à certains moments. Quand on est dans un rapport au danger de l'intimité, on se dit « non mais c'est pas grave, là je fais une petite boutade et hop, je les récupère ». Ici, on n'est pas du tout dans ce rapport-là. On est vraiment dans le rapport d'une histoire, d'un gamin de 17 ans. Et l'option de Michel, c'était vraiment que pendant toute une partie du spectacle, je redeviens cet enfant de 17 ans. Et donc, cette passion, c'est le moment où elle naît que je raconte, pendant quasiment l'entièreté du spectacle. Et donc, il y avait quelque chose, à la fois, il fallait se distancer, parce que je n'ai donc plus 17 ans pour ceux qui pensaient encore qu'éventuellement je pouvais avoir 17 ans. Même si Antoine, c'est encore très jeune. C'est-à-dire qu'il y a 2 saisons, je ne sais plus dans quel théâtre, on m'avait proposé de jouer un rôle et on m'avait dit, et donc j'avais dit, mais tu veux vraiment que je joue le fils? Il a 19 ans. Oui, mais rasé, maquillé, ça ira. Je me dis, ah, ok, c'est super, mais enfin, quand même, ça ne s'est pas fait, bizarrement. Mais donc non, où en étions-nous? Oui, non. Et donc, l'idée, c'est que on retrouve ce moment des 17 ans. Et c'était cette énergie-là. Et donc, il y avait à la fois la distance de « je n'ai plus 17 ans, mais je dois les retrouver parce que finalement, j'ai quand même vraiment vécu ce moment que je raconte dans le spectacle. Ce soir où j'ai été voir ce spectacle et où ce rideau s'est levé et où j'ai fait « oh mon Dieu ». Et je me souviens très bien, c'est physique. D'ailleurs, sachez-le, la majorité des souvenirs dont on se souvient, ce sont des choses physiques ou des choses olfactives. Souvent, tous les souvenirs écrits qu'on a, on les oublie. Alors que si vous avez l'occasion d'aller voir des stars, essayez de toucher leur nuque quand ils passent ou de leur prendre la main. Non, mais demandez-leur de leur prendre la main ou d'avoir un contact. Parlez-leur, ayez un contact avec leurs yeux parce que quand vous aurez Alzheimer en maison de retraite, vous vous souviendrez de ça. Donc je disais... Il faut quand même les prévenir que certaines stars ont des gardes du corps assez massifs. Qu'ils ne se fassent pas plaquer tout de suite. Non. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de les toucher s'ils n'ont pas dit oui. Donc ça, sachez-le, c'est interdit. Commencez avec des stars belges. Oui, oui. Qui eux demandent qu'on les touche. Oui, touchez-moi. Allez-y, touchez-moi. Non. Mais donc voilà, il y avait ce... Est-ce que vous pourriez me toucher, s'il vous plaît? Parce que je suis acteur. Oh Non. Mais donc l'idée, c'était qu'il fallait retrouver le gamin de 17 ans, parce que j'étais vraiment un gamin. D'ailleurs, on le dit toujours, on n'est pas sérieux à 17 ans. Donc je découvre ce volet d'un métier que je veux faire. Et donc, il fallait retrouver ça, mais en même temps, il y a tout le regard à la fois que le metteur en scène pose sur ce gamin de 17 ans et qui l'aiguille dans son chemin de comédien. Et en même temps, il y a le regard que moi, je pose maintenant sur ce parcours que j'ai fait par rapport à ça. Parce que je ne suis plus ce gamin de 17 ans. J'ai évolué, j'ai vu d'autres choses. J'ai un autre rapport à la comédie musicale que celui complètement foufette de « j'achète le programme, j'achète le t-shirt, j'achète le CD, j'achète le flyer ». Mais ça a été le cas. Voilà. C'est encore un peu le cas de temps en temps, mais plus ce n'est plus la même chose. Et donc, il fallait retrouver ça. Et je crois que ça a été le chemin le plus intime. Ça a été de retrouver ce gamin qui, dans sa chambre, écoute ses disques en boucle. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Alors, tu parles de Michel, donc c'est Michel Castelnau-Bogen qui t'a dirigé pour ce spectacle. Tu parles d'écriture, tu parles du fait que tu dois apprendre ton texte, comme si c'était le texte d'un autre. Et puis, tu vas jouer ce jeune homme, tu le dis d'ailleurs, ce jeune homme de 17 ans. Oui. Est-ce que tu as l'impression de jouer un personnage, et je dirais un personnage comme un autre, finalement, au moment du spectacle, où il y a quand même, forcément, c'est autobiographique, c'est toi, ce sont tes souvenirs, tout est vrai. Enfin, tout est vrai. Non,
Non. Presque tout est vrai. Non. Enfin bon, la majorité des choses sont exactes. Mais est-ce que tu as l'impression de jouer un personnage? Tous les soirs, sauf le soir où ma mère était dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Mais il y a une anecdote sur elle qui fait que, à ce moment clé-là, et d'ailleurs je ne sais pas si Michel Cassenellenbogen était dans la salle ce soir-là, mais il a dû trouver ce passage beaucoup plus lent que d'habitude. Parce qu'en fait, tout ce moment que je racontais, je savais que quelque part dans la salle, il y avait une femme qui était ma mère et je racontais ce passage. Et donc, dans ma tête, je me disais, ah oui, là tu es vraiment à l'endroit où tu n'as pas du tout envie d'être. Pas parce que j'avais pas envie de raconter l'histoire, mais parce que je me rendais compte de... On dit toujours, oui, mais on est sur le fil quand on est comédien parce qu'on ne peut pas revivre tous les soirs le drame du personnage. Sinon, imaginez quand vous jouez Phèdre, si tous les soirs vous vivez ce qu'elle a vécu, c'est un peu problématique. Mais là, ce soir-là, je me suis dit, ah oui, en fait, là, tu ne joues pas. Là, tu racontes le truc et tu sais très bien que ta mère analyse tout ce que tu dis parce qu'elle se dit « Ah oui, je me souviens, j'étais montée dans sa chambre à ce moment-là. Ah oui, je me souviens de ce disque. Ah oui, je me souviens de ce moment où... » Et donc, voilà, c'est le seul soir. Sinon, je crois qu'on ne peut pas jouer un rôle si on est le rôle. Parce qu'alors, on ne joue pas. Ben oui. Mais notre métier, c'est jouer. Et c'est ça qui est génial. C'est que d'un soir à l'autre, on joue. C'est vraiment des... C'est des Playmobil, en fait. Hein. On fait du Playmobil. Mais c'est quand même plus troublant de jouer son propre rôle, même si c'est par le prisme d'une mise en scène. On t'a dirigé, tu as dû apprendre le texte, comme j'ai dit, mais c'est quand même troublant de jouer quand même, quelque part, l'histoire d'un type qui s'appelle Antoine Guillaume. Mais ça, c'est déjà la deuxième fois, donc je commence à m'habituer à jouer des personnages qui ont mon nom, donc ça va. Non, ça n'a pas été si troublant que ça, parce que le metteur en scène est arrivé avec des options tellement fortes et une idée tellement claire de ce qu'il voulait, que je n'ai pu faire que sauter dedans. Je ne me suis pas dit « Ouh, je doute un peu de ce truc », parce que soit ça va être un peu borderline, limite pornographique, parce qu'il y a très fort ça dans certains spectacles où on cherche une mise en abîme et retrouve bien ta fêlure, retrouve bien le moment où tu as pleuré, quand tu as... On n'a pas du tout été là-dedans, on n'a pas du tout... Après, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche forcément sur des spectacles, mais ici, l'option était tellement claire, Michel savait tellement bien ce qu'il voulait qu'on raconte avec cet univers à l'arrière d'un univers dont le personnage central rêve, que fondamentalement, je suis comédien et donc je joue sur scène. Donc je ne suis plus ce personnage qui rêve d'un jour monter sur une scène. Je suis sur scène depuis 17 ans et donc il y avait quand même cette distance et je crois que c'est ça qui sauve de la fragilité qui certains soirs, sauf quand votre maman est dans la salle. Oui, parce que d'ailleurs, je crois que je vais demander à ma mère de ne plus venir voir mes spectacles parce que ça m'arrangerait. Mais vous en avez parlé après? On en a parlé longuement, mais c'est elle qui a beaucoup parlé. Moi, mais c'est vrai parce que moi, j'ai pas beaucoup... Qui dans l'équilibre des forces, c'est bien parce que tu en as parlé pendant 1h20. Je fais un peu une psychothérapie en live avec elle. Non, mais en fait, on a parlé... En fait, c'était très mignon parce que elle a toujours la même réaction, ma mère, après les spectacles. Elle laisse d'abord tous les autres spectateurs dire bravo, merci, c'était super. Et elle attend patiemment. Elle ne dit plus « je suis la maman hein. ». Elle ne dit plus ça. C'est comme si c'était crédité maintenant, ça. En fait, elle s'en fout un peu de ce truc-là. Et quand tout à la fin, on a dit merci, on a serré les mains, on a fait des photos, on a fait des bisous, on a reçu plein d'énergie positive, à une table, au fond de l'endroit où on boit des verres en attendant que le spectacle commence, il y a mon papa, ma maman et en général les amis avec qui ils sont venus. Et là, on se pose. Et là encore, elle laisse de la place à tous ceux qui sont là. Mon père qui pleure, hein, mon père il pleure toujours. Mon père il pleure. Mais c'est rigolo parce qu'il pleure même si je joue mon cul sur la commode. C'est vraiment... Il a pleuré à Boing Boing. Oui, dans Boing Boing, il pleurait parce que tout d'un coup, il disait « Ah, tu fais encore une fois autre chose. » Oui, voilà. Non, et puis ma mère, elle attend. Et parfois, elle parle même pas à table. Elle parle quand on est enfin dans la voiture, juste avec mon père. Parfois, il y a ma sœur, parfois pas, parce que mes parents vivent à l'étranger. Donc, c'est vraiment un déplacement pour venir me voir. Et donc, quand la bulle est enfin reconstruite, là, tout sort. Ouais. Et donc, là, elle est super, ma mère, parce qu'elle ne met plus de gants. Parfois, j'aurais aimé qu'elle mette des gants encore de temps en temps. Mais
elle ne met plus de gants, donc elle ne va jamais me dire, si elle n'aime pas ce que j'ai fait, elle ne va pas me dire, dis ça, j'aime vraiment pas. Mais elle va me dire, pourquoi tu fais ce spectacle, pourquoi tu racontes ça? Et ici, ben par rapport à ce spectacle-ci, par rapport à Vous avez dit Broadway, elle a parlé de plein de choses. Vraiment, comme j'ai dit, elle m'a dit, je me souviens, et alors ce disque dont tu parles, et je me souviens de ce moment, j'avais oublié ce moment que tu as raconté. Je ne vais pas tout raconter parce que sinon il n'y a plus de surprise, mais elle me dit, j'avais même oublié, et tu sais, je me souviens où j'étais quand ça s'est passé. J'étais couchée sur le tapis avec le câble du téléphone et je ne voulais pas que tu entendes. Enfin, toutes des choses comme ça. Et donc, c'était rigolo parce qu'à la fois, elle avait appris plein de choses sur l'histoire de Broadway, puisqu'il faut savoir que ma mère travaillait à la Sabena. Et donc, on avait des avantages sur les billets d'avion. C'était très sympa pour aller à New York, parce qu'on allait à New York beaucoup moins cher que beaucoup de gens. Et en plus, comme elle était hôtesse Sabena, on avait des facilités au niveau des hôtels, puisqu'on allait dans les hôtels du personnel navigant Sabena. Mais donc, ce qui veut dire qu'avec une maman qui avait tous ces avantages-là, tout le budget voyage passait dans les spectacles de comédie musicale, avec son fils qui lui demandait d'aller voir des trucs. Donc, ma mère a été la première à aller voir des spectacles avec moi, sauf à Londres, ce que je raconte dans le spectacle, quand j'étais avec l'école. Mais après, quand la passion est née, c'est ma mère. J'ai l'impression vraiment de faire une psychanalyse. Je parle de ma mère. C'est horrible. C'est vraiment le fils homo qui parle de sa mère. Je peux me mettre comme ça, tu vois. Rassure-toi, je ne facture rien. D'accord, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. Non, mais donc voilà. Donc, mais est-ce que tu as besoin surtout... Parce que je me dis, c'est vrai que quand on fait ce métier, on le fait pour le public. Mais parfois, on le fait aussi pour ses proches et on est toujours attentif à ce que les proches te renvoient. Est-ce que... Alors, apparemment, il y a une fidélité, il y a une fierté aussi. Elle vient voir, et ils viennent voir ou pleurer tous les spectacles que tu fais. Mon père. Mais est-ce que tu as besoin de ça aussi qu'ils te suivent, qu'ils viennent te voir. Je sais pas si et leur retour aussi. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais en tout cas, je ne l'attends pas. Je ne me dis pas, mes parents doivent forcément avoir un avis sur mon travail. Je me dis aussi qu'avec le métier que je fais, parfois, peut-être que ce que je raconte dans un spectacle ne les concerne pas du tout. Enfin, moi-même, je vais voir des spectacles où je me dis, je vois le travail des acteurs, je vois les options de mise en scène, je vois l'effort scénique, je vois ce que l'auteur veut raconter, mais il y a des trucs par lesquels on ne se sent pas du tout concerné. Et donc, je pourrais très bien comprendre qu'un jour, ma mère vienne voir quelque chose, enfin, mes parents, et me disent... Oui, c'est très bien, mais on n'est pas... Donc c'est pas pour moi. Non, voilà. Ouais. Et je ne m'attends pas à ce qu'ils aiment forcément ce que je fais. Et de toute façon, heureusement, parce que sinon, je crois que je n'aurais pas coupé un morceau du cordon. Et donc... mais c'est vrai qu'il y a des spectacles où ce moment de rencontre avec mes parents se fait de manière plus intense que sur certains autres. Ici, c'était le cas. Antoine Guillaume assume, c'était le cas. Il y a des choses comme ça. Et puis parfois, je les surprends parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à me voir dans certaines choses. Et donc, ma mère, parfois, elle est un peu troublée. Mon père aussi, parfois, il me dit « On ne pensait pas que ça, tu allais jouer un jour ça dans ton... » Mais c'est super touchant, en fait, de voir nos parents. Parce qu'il y a le moment où vos parents doutent très fort. Parce mes parents ont été formidables par rapport à mon parcours. Parce que mes parents, la seule chose qu'ils m'ont dit... le français, attention le français. Il y a plein de parents qui sont en distance par rapport à la demande de leurs enfants de faire un métier artistique et qui vont plutôt essayer de dévier cette carrière, alors que c'est une flamme, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils vont faire les études de droit pendant 8 ans, et puis ils vont faire un peu de barreau pendant 2 ans, et comme ils vont être très malheureux, parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire ça, tout ce que vous leur aurez dit de faire, parce que peut-être la sécurité avec ça, qui n'existe plus, la sécurité, c'est tellement plus un bon argument aujourd'hui par rapport à un métier, faites ce que vous aimez. On peut se faire choper par un bus demain, donc faisons ce qu'on aime. Mes parents n'ont pas du tout été comme ça. Ma mère m'a seulement dit « ton bac ». Enfin, ton diplôme d'études secondaires supérieures. Ça, tu as. Et après, ce que tu veux. Mais, très important, ce que tu choisis, tu le termines. C'est tout. On finance tout ce que tu veux, mais ce que tu choisis, tu le termines. Tu ne vas pas faire une première candie par là, une première candie par là, et te dire à chaque fois « non, mais je ne sais pas ». Non, tu vas décider en adulte, tu vas réfléchir et tu vas faire ce que tu veux. Bon, l'avantage, c'est que tous mes potes ont fait des carrières genre avocat, agronome, ingénieur, des trucs comme ça, avec des Minervaux qui étaient super élevés. Moi, j'ai fait le conservatoire de Bruxelles. À l'époque, le Minerval, c'était 1500 francs belges par an. Donc, mes parents étaient ravis. Ils disaient très bien, très, très bien. Mais
Mais par contre, ma mère m'avait dit, tu peux présenter le conservatoire de Bruxelles pour devenir comédien, mais il n'est pas question que tu ailles te présenter en examen d'entrée sans avoir un contrat signé pour un travail si tu n'es pas pris. Et donc, j'avais trouvé un travail. J'avais été engagé comme cow-boy à Disneyland. Et donc, j'étais tout fier parce que j'avais mon contrat signé. Et alors, c'était super parce que ma mère m'avait dit, ne t'inquiète pas, si jamais tu es pris au conservatoire, ok, tu as signé un contrat, mais tu diras que tu ne peux pas le faire. On va te prendre pour un petit con. Mais c'est comme ça, ils ne se souviendront jamais de toi. Ouais, et donc voilà. Et donc, Ça tombe plutôt bien finalement que tu aies découvert cette passion pour... en tout cas, que tu aies découvert déjà l'univers de la comédie musicale à 17 ans, parce que à 18, c'est généralement l'âge où on passe le bac. Ouais. Et donc, c'est bien tombé finalement. Oui, cela dit, je savais que je voulais être comédien depuis... C'était clair depuis 13-14 ans. J'avais fait des cours privés de théâtre, et donc j'étais enfant, j'allais dans des mouvements de jeunesse internationaux, et d'abord je prenais ça plus comme un atelier du mercredi après-midi, mais il y a un moment où ça s'est concrétisé, et puis j'ai rejoint une troupe amateur dans laquelle j'ai joué. J'ai vraiment aimé, en fait, je me suis rendu compte que c'était super 10 fois comme ça sur une année, d'avoir des gens devant soi qui rigolaient, enfin, qui rigolaient, ça dépendait du projet évidemment, mais qui avaient des réactions, et donc ça a mûri. Et puis je me suis dit, est-ce que j'en ferais mon métier? Et il y a toujours, parce que les parents se disent, oh, je ne sais pas si l'artistique c'est une bonne idée, mais dites-vous bien qu'on se le dit nous aussi, hein, au moment où ça germe, on se dit, oh là là, c'est quand même, et puis est-ce que j'ai vraiment la flamme, ou est-ce que c'est juste un truc où je m'éclate maintenant, mais je ne sais pas. Il y a le même doute que quand on commence avocat ou agronome. Donc, et puis à un moment donné, on sait, je crois qu'on sait fondamentalement. Et c'est ce qui fait que si on a été dans d'autres choses, on revient à ça. Mais je crois que c'est valable à l'envers aussi. Si vous vous lancez dans de l'artistique et que fondamentalement vous êtes plutôt comptable, vous allez revenir à la comptabilité. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a pas de saut métier, il n'y a aucun métier. Le chemin est quand même plus souvent dans l'autre sens, non? Oui, mais c'était pour donner un exemple. Voilà. Avant tes 17 ans, avant cette rencontre que tu racontes dans ce spectacle, est-ce que tu avais des idoles? Parce que tu en as aujourd'hui dans ce domaine-là, dans le domaine de la... On va en parler tout à l'heure, dans le domaine de la comédie musicale. Mais avant ça, quand vers 13-14 ans, tu dis, tiens, ça pourrait être un chouette passe-temps, et puis un chouette hobby, et puis un chouette métier. Par rapport au théâtre? Des idoles par rapport au théâtre? Au cinéma, théâtre, que sais-je? Mais en fait, mes parents n'avaient pas on n'avait pas la culture du spectacle vivant chez mes parents. On n'allait pas voir des spectacles. C'est arrivé assez tard. C'est arrivé quand j'ai commencé à faire du théâtre amateur. Donc, je n'ai pas été voir beaucoup de spectacles en Belgique. J'allais voir des spectacles avec l'école, mais en général, ma mère m'emmenait à New York voir des comédies musicales. Donc, le rapport que j'avais au spectacle vivant, c'était ça. C'était une fois mes 17 ans. Avant ça, les spectacles que j'avais vus au théâtre, c'était des versions de Britannicus en cinglet blanc, sur des cubes en plexiglas, joués dans la salle de gym à l'école. Et donc, je ne comprenais pas très bien ce qu'on me racontait. Et surtout, on me disait que c'était ça, faire du théâtre. Donc, je me disais, ah oui, je n'avais pas du tout envie de raconter ça. Et comme en plus, à mes cours du mercredi après-midi, je ne faisais pas ça, je me disais, c'est de là aussi que parfois vient le doute. Maintenant, les idoles, en tout cas, pas par rapport au monde artistique. Ouais. J'avais des idoles, oui, mais ça, c'est quelque chose que j'expliquais dans Antoine Guillaume Assume. Mon premier 45 tours, c'est Auf dem Mond, da blühen keine Rosen de Vicky Leandros. Donc, ça n'est même pas après toi de l'Eurovision. C'est un truc que ma grand-mère écoutait, un vieux disque, et moi, j'écoutais ça en boucle. Et j'aimais cette chanson parce que je ne comprenais rien de ce qu'elle disait, mais c'était un truc, voilà. Ma culture de musique classique, là je sais que ma pianiste qui est dans la salle va avoir tous ses poils qui vont faire comme ça. Pour moi, la musique classique, c'était les valses de Strauss. Et encore des réductions coupées, parce que ma grand-mère avait un 33 tours 2 faces de toutes les plus grandes valses de Strauss, qui ne tiennent pas sur 2 faces de 33 tours. Et donc c'était des versions ultra crème. Remixé, on va dire. Non, mais pas remixé, mais c'était affreux parce que vraiment, il coupait des blocs. Et donc, après, quand je me suis racheté, parce que émotionnellement, j'avais envie de réécouter ça, donc je me suis acheté un grand coffret CD de toutes les vraies valses. Enfin, c'était les vraies, mais...
Et donc, quand je réécoutais ça, je me disais « Ah, mais moi, j'ai jamais entendu ça. Dans mon disque, il n'y avait pas ça. » Et donc, voilà. Donc, ma culture, elle était là. Ma grand-mère, le disque que j'ai écouté le plus chez ma mamie, c'était l'album de Sheila qu'elle avait fait quand elle avait fait son film Le Cinéma. Et donc, c'était l'album Bang Bang, où il y avait, oui, Bang Bang, oui. Il y avait Bang Bang, il y avait l'heure de la sortie. Voilà, c'est ça le film, l'heure de la sortie. Oui, il y avait l'heure de la sortie. Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. J'adorais. Et en plus, moi, ce que j'adorais, c'était, je mettais le 33 tours, mais je mettais vitesse 45 tours. Et donc, et c'était encore plus rythmé. Et donc, c'était génial parce que je dansais là-dessus. Donc, des idoles, c'est vraiment quelque chose dont je parlais dans Antoine Guillaume Assume. Un des premiers concerts live que j'ai été voir dans ma vie, quand mes potes allaient voir U2 et mes potes allaient... C'est rigolo parce que je refais vraiment l'autre spectacle ici, mais quand mes potes allaient voir U2 et Madonna, moi, je me souviens qu'en 98, j'ai été voir Juliette Gréco au Palais des Beaux-Arts. Et donc, voilà, j'avais envie d'aller voir Liza Minnelli, j'avais envie d'aller voir Barbra Streisand. Depuis, je l'ai fait, évidemment, mais à l'époque, je n'étais pas... les films que je regardais, c'était pas Tortue Ninja, c'était pas Ghostbusters. Moi, je regardais Cabaret, pas La Mélodie du Bonheur. La Mélodie du Bonheur, j'ai jamais vraiment... Mais je regardais Annie, ma mère me faisait voir Annie, ma mère me faisait voir Oliver Twist. Et donc, quand, à 17 ans, un film que j'avais vu pendant toute mon enfance, Oliver Twist avec Ron Moody, qui était déjà une comédie musicale, quand c'est ce spectacle-là que j'ai été voir sur scène, alors que je ne savais pas, pour moi, Oliver, c'était juste le film. Et donc, quand les premières notes du spectacle ont démarré, moi, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit oh, « Ok, donc ça va être le spectacle du film que je regarde depuis que j'ai 5 ans et dont la pochette de la cassette vidéo est complètement déchiquetée parce que je mordais la cassette. » Vous voyez comme on a tous fait. Et oui, ça va, il y a plein de gens qui savent encore ce que c'est une cassette vidéo dans le public. Mais donc voilà, donc des idoles, ben oui, j'aimais bien Sheila. J'aimais bien Denise Fabre, j'aimais bien attendez, des idoles, des gens que j'aimais vraiment bien. Je dois réfléchir parce que c'est tous des gens, Denise Fabre, Daniel Gilbert, j'adorais Léon Zitrone. Léon Zitrone me faisait beaucoup rire et je me souviens que dans l'Académie des Neufs, j'adorais cette dame qui parlait un peu comme ça et c'était Micheline Dax. J'adorais Micheline Dax. Et ma grande amie que j'aurais un jour voulu rencontrer, c'était Sophie Garrel. J'étais amoureux de Sophie Garrel, mais pas du tout pour l'Académie des Neufs, quoique c'était super avec elle, mais pour À tout cadeau. Vous vous rappelez d'À tout cadeau? L'émission sur RTL TVI où Sophie Garrel et Fabrice faisaient... Et après, il avait été remplacé par Georges Belair, mais c'était moins bien. C'était moins bien. Sophie Garrel allait chercher des cassettes vidéo dans un grand mur de cassettes. Et elle faisait des imitations, elle imitait un cochon, elle imitait une rose. Et Fabrice, enfin, le concurrent qui téléphonait devait trouver ce que Sophie Garrel imitait. Mais ce sont des moments anthologiques de la télévision. Il n'y a plus une mise en danger pareille en télévision aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimais avec Sophie Garrel et Fabrice. Moi, j'ai grandi avec La Classe sur France 3. Et donc... Chantal Latsou, moi je me souviens, tout le monde aime Chantal Latsou aujourd'hui parce qu'elle refait des spectacles. Alors elle est toujours aussi frappadingue qu'elle ne l'était à l'époque, mais moi je me souviens de Chantal Latsou, jeune, dans La Classe, qui se cassait la gueule pendant ses sketchs et où Fabrice la regardait en faisant « Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?» On sent que tous ces souvenirs-là sont encore très présents, enfin très précis. On a l'impression que tu vois encore les images. Est-ce que ton enfance est encore très présente? Est-ce que tu es quelqu'un de fort attaché à cette période-là? Je pense que je vis un peu dans le passé. Je suis né dans le passé. Je crois que quand ma maman a accouché, j'étais 16 ans avant. ou 20 ans avant. Non, oui, je suis vraiment un gamin. Oui, je suis vraiment un gamin. Quand je vais à Disneyland, et je vais beaucoup à Disneyland, je regarde vraiment tout. Je ne fais pas juste la file. Je regarde tous les détails. Ma main passe sur le mur de la maison hantée et j'ai la main toute noire, toute sale après, mais je frotte le mur. Je regarde les détails. C'est rigolo parce que hier, dans la loge, on parlait justement du fait qu'ils ont sorti un livre avec
toutes les choses qu'on ne sait pas sur les parcs d'attractions Disney, notamment des petits secrets qui sont pour les aficionados, notamment quand on fait la queue pour aller voir la maison hantée. Personne ne le sait, mais à un moment donné sur le chemin, quelque part, mais qui n'est pas expliqué, ils ont laissé tomber une alliance qui est fondue dans le macadam. Et en fait, c'est l'alliance de la mariée dont on va suivre l'histoire dans la maison hantée. Et Disney a truffé ses parcs de choses comme ça, et ils en ont fait un recueil pour les vrais aficionados. Et on m'a offert ce livre que j'ai lu, et donc maintenant mon rêve, c'est de retourner à Disney World et de suivre le livre. C'est à tel point que, par exemple, dans une partie qui n'existe pas de Disney World à Disneyland Paris, il y a un village qui est reconstitué, et Disney a donné des numéros aux maisons. Et il y a toujours 16 quelque chose, mais juste à côté, c'est par exemple 16-17 et juste à côté, c'est 16-43. Et on se dit, bah, pourquoi à côté de 16-17, c'est pas 16-19? Et en fait, quand on le sait, c'est simplement parce que l'architecture de la maison est de 1617 ou de 1643 ou de 1675. Et donc, ce sont tous des secrets comme ça qui ne sont, auxquels que les gens qui sont des enfants de 5 ans et demi ne s'intéressent. Moi, j'ai l'impression aussi, alors on va évidemment en parler longuement de la comédie musicale, parce qu'en fait, on n'en a pas encore parlé. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi un peu le sujet du spectacle donc, que vous découvrirez, mais j'ai l'impression que quand tu t'intéresses à quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Oui, mais sinon, ça n'a pas d'intérêt de s'intéresser, je crois. Sauf si ça ne nous intéresse pas. Si on s'intéresse à quelque chose et puis qu'on se dit « oui, en fait, je kiffe moyen », alors ok, mais je me souviens qu'à un moment donné, j'étais super intéressé par la question juive. Je voulais savoir, je voulais connaître les codes, je voulais savoir ce que c'était Rosh Hashanah, je voulais savoir ce que c'était Shabbat, je voulais savoir ce que c'était Sukkot, je voulais savoir quand on devait souhaiter les fêtes aux personnes juives de notre entourage. Et oui, j'ai acheté le judaïsme pour les nuls et je l'ai lu en apprenant. Et après, je trouvais que ce n'était pas suffisant et donc j'ai acheté. Je n'ai pas lu le Talmud, je n'ai pas été jusque-là. Mais je pourrais, parce qu'en fait, quand on est vraiment intéressé... Mais c'est quoi, c'est du perfectionnisme ou du... Non, c'est que en fait... Les vulgarisations sont intéressantes quand on ne s'intéresse pas en complétude. Mais pourquoi prendre une vulgarisation? Vous vous rappelez des œuvres profil d'une œuvre que nous lisions quand on n'avait pas envie de vraiment lire le livre pour faire le compte-rendu de lecture avec Madame Franzen au cours de français? On lisait profil d'une œuvre dans sa chambre de nuit et on avait les grandes lignes et manque de peau. La seule question qu'on avait, c'était une question qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait lu. Et j'ai toujours trouvé qu'on ne pouvait pas s'intéresser aux choses comme si on lisait un profil d'une œuvre. Quoique cette collection est géniale parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les bouquins. Mais donc, oui, quand un sujet m'intéresse, je gratte, ça m'intéresse vraiment. Là je m'étais rendu compte que j'avais des cultures, j'avais pas assez de culture générale au niveau de l'histoire et ça m'énerve. Je suis fasciné par les gens qui vous disent « Ah oui, mais ça c'est arrivé sous la Commune. C'est arrivé sous la Commune. » Et à ce moment-là, le peuple allemand se retourne parce que je trouve ça toujours, les gens qui arrivent à citer des dates comme ça. Mais c'est à ce moment-là que Charles Quint, et je me dis toujours « Mais comment les gens font ?» Et donc, je me suis de nouveau acheté La culture générale pour les nuls. Et je le lis et je me dis, OK, donc ça maintenant, c'est intéressant. Dans ce livre, La culture générale pour les nuls, ce passage-là m'intéresse super fort, donc je vais aller acheter des bouquins sur ce passage-là. Quand on a monté Cabaret, avec Michel Boguen aussi, je me souviens qu'avant de commencer les répétitions, j'ai lu 5 ouvrages sur toute la période qui précède... Ouais. Non, pas la guerre, non. Puisque la guerre, ça n'est pas Cabaret. Cabaret arrive jusqu'à 1933. Ouais. Et je m'étais dit, mais on ne nous parle en fait jamais de Berlin avant la guerre. On nous parle de Berlin pendant la guerre, on nous parle de l'Europe pendant la guerre, mais on ne nous parle pas de Berlin juste avant. En fait, Berlin juste avant, c'est une sorte d'oasis pour énormément de choses culturelles. Il y a une liberté d'exister, que ce soit par rapport aux questions justement des différentes religions, de l'homosexualité. Les night clubs pour hommes existaient dans le Berlin des années 30. Et donc je me disais, par rapport à ce qu'on va jouer dans le spectacle, c'est super intéressant de lire ça. Mais pourquoi aller juste lire un petit bouquin sur la guerre 40 quand en fait il y a plein d'ouvertures. Donc oui, mais je ne m'intéresse pas à tout à ce point-là. Par exemple, je me suis intéressé à un moment donné à l'aviation, mais je n'ai pas acheté des livres sur la mécanique des avions. Par contre, ce que j'adore regarder,
Et surtout, quand je vais prendre l'avion, je suis un fou, hein, ce sont les crash investigations. Vous voyez, les documentaires qui expliquent pourquoi les avions se sont écrasés. Parce qu'en fait, quand vous regardez ça, après, vous comprenez qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que souvent, une erreur n'arrive plus jamais après. Mais il peut encore y avoir d'autres. Oui, mais... Oui, oui. Est-ce que tu es perfectionniste, on l'a dit, voilà, pour les choses qui t'intéressent. Est-ce que tu l'es dans ton métier? Quand je te vois sur scène, j'ai l'impression que chaque geste est étudié, posé, réfléchi. Et que même si le théâtre, c'est tous les soirs différent et que forcément le public étant différent, ben, ce sera différent. Ton humeur sera différente, tu vas passer une autre journée que la veille, etc. Mais j'ai l'impression que tu es très précis comme comédien. Oui. Je ne sais pas répondre beaucoup mais plus que oui, mais parce que je crois que les premières choses que j'ai vues, ce sont des spectacles ultra professionnels. Et ce sont ces spectacles américains, anglais, anglo-saxons, où il n'y a rien à redire. Il n'est pas possible qu'avec un ticket qui coûte 189 $, vous puissiez dire « les acteurs sont moyens hein, » ou les décors ne sont pas bien terminés, ou oui, musicalement, ils ne se sont pas beaucoup foulés. Alors que le propos ne vous parle pas, j'entends très très bien, mais ça c'est la faute à pas de chance. Il y a parfois des trucs qu'on va voir et on a payé beaucoup et on se dit « oh, ça ne m'a pas du tout parlé », mais c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, ça ne m'empêche pas d'aller revoir, hein, parce qu'il y a des spectacles de comédie musicale que je n'aime pas particulièrement, mais chaque fois que mes amis me disent « on irait voir ça », je dis « ah oui, allons-y ». Donc voilà. Mais donc oui, je suis perfectionniste parce que j'ai vu ça et que ça m'a plu, j'ai trouvé ça dingue. Et j'ai des amis qui travaillent à Broadway dans le show business et qui ne comprennent pas, quand je leur explique parfois des anecdotes sur comment on fait notre métier ici en Belgique, ils ne comprennent pas. Ils me disent « ah oui ». Et alors, le comédien peut revenir le lendemain alors que ce genre de truc. Parce que chez eux, c'est tellement quadrillé. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'on a un trop fort rapport à l'élitisme, au surprofessionnalisme, mais en même temps, on joue sur un autre tableau. Après, je n'exige pas des autres qu'ils soient dans le même rapport que moi à mon métier. Hein. On a le droit d'être psychorigide, mais on a le droit de l'être tout seul. Il faut... Mais oui, tu disais que c'est tous les soirs différents, le théâtre. Je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, le théâtre, c'est la même chose tous les soirs qui est différent. Et le plus important, c'est la même chose. Parce que le prix de la place est le même tous les soirs. Donc, le niveau d'exigence doit être le même tous les soirs. Et bien sûr qu'il y a des soirs où on est fatigué. Et bien sûr qu'il y a des soirs où on savonne. Mais si on a l'exigence de « je veux être à 110 », parce que quand je serai fatigué, je pourrai être à 100 », c'est mieux que de se dire « à 80, ils sont déjà contents ». Parce que quand on est fatigué... Mais c'est vrai, parce qu'à 80, c'est vrai qu'à 80, ils sont déjà contents. Ça dépend où, ça dépend avec quel spectacle. Mais quand avec 80, on est fatigué, on est souvent plus qu'à 60. Et 60, c'est très proche de 50. Et 50, c'est très proche de 40. Et moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Et à l'école, à 40, ben, on est recalé. Oui. Et j'étais un très bon élève. Alors, tu nous as préparé une surprise, mais avant ça, surprise musicale. Oui. Mais avant ça, je voudrais justement parler qu'on aborde la musique. Mm-hmm. Il y a dans ce spectacle que vous avez vu ou que vous allez voir, il y a aussi une réflexion sur la place que la musique a dans nos vies, ou devrait avoir dans nos vies, en tout cas la place qu'elle a dans la tienne. Est-ce qu'avant ce choc de 17 ans, elle avait déjà une place, la musique, ou bien est-ce que c'est vraiment la découverte de cet univers et de cette manière de faire aussi du spectacle à Londres? Est-ce que la musique a eu cette importance-là après chez toi? Ou est-ce qu'elle était déjà très importante? Toujours. Et ma mère ne comprend... Je reparle de nouveau de ma mère, mais ma mère me disait « Toi, tu écoutes toujours de la musique, dis. » C'est comme un défaut. Et je me disais « Mais ça va ou quoi Oui, j'écoute de la musique, mais je le fais dans ma chambre. Mais j'ai toujours écouté de la musique. Et j'ai toujours adoré qu'il y ait un fond musical. Et pas forcément... le même type de musique. Et pas forcément que de la musique. J'aimais bien écouter
des histoires. À l'époque, on avait les 33 tours qui racontaient la musique classique. Et je me souviens que j'avais le 33 tours sur Beethoven et j'avais le 33 tours sur Chopin, sur Mozart et Beethoven. Et je ne comprenais pas du tout l'histoire parce que j'étais trop petit, mais j'écoutais ça en boucle parce qu'il y avait des extraits de Beethoven et de Mozart et qu'en fait, j'attendais les moments. Donc, en fait, l'histoire ne m'intéressait presque pas beaucoup, mais dès qu'il y avait la musique, j'entendais ça. Ou bien, il y avait les 33 tours de Walt Disney, de nouveau. Vous vous rappelez, chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens ou n'importe quoi. Et j'adorais parce qu'on entendait des morceaux de musique qui n'étaient pas forcément ceux qu'on avait entendus dans le film. Et puis, il y avait les 33 tours de Strauss, de ma grand-mère. Ma grand-mère avait aussi des enregistrements 33 tours des grosses têtes. Ça, j'écoutais un peu moins. Mais c'était quand même très drôle en version 45 tours. Les grosses têtes, c'était très drôle. Mais donc, la culture musicale, moi, j'ai mangé plein de musiques, mais très disparates, en fait. J'écoutais tout et n'importe quoi. Et puis, évidemment, quand tout d'un coup, j'ai découvert la comédie musicale à Londres, à 17 ans, là, forcément, j'ai eu envie d'orienter. J'achetais les CD de comédie musicale et je me disais, moi, je vais les avoir tous et je connaîtrai tout parce que j'ai envie de tout connaître. Et même les versions, à l'époque, je ne fais plus ça autant qu'avant, mais quand même. Mais à l'époque, quand j'achetais le CD d'un spectacle, je regardais toutes les autres versions qu'il y avait eu avant et donc je les achetais toutes pour comparer les interprétations. Mais ça paraît dingue comme ça. Mais parlez avec des gens qui sont amateurs de musique classique et ils vous diront qu'un chef d'orchestre ne fait pas une même pièce de Tchaïko comme un autre. Et donc voilà, c'est juste que comme ça ne... On a ce rapport... C'est comme si on acceptait l'élitisme avec la musique classique, mais qu'avec le reste, on se dit « Oh, tu ne dois pas être aussi... Mais en fait... Il y a tout autant de gens très guindés, un peu psychorigides sur plein d'autres choses que la musique classique, tout comme en fait dans la musique classique, il y a plein de gens super cool et décontractés. Oui, la comédie musicale, quoi, elle est un petit peu... c'est considéré comme de la moins grande musique par beaucoup de monde? Mais évidemment. Alors que si vous voyez les compositeurs qu'il y a en comédie musicale, la majorité des airs que vous entendez dans les centres commerciaux sont tirés des plus grandes comédies musicales américaines et anglaises. Mais vous ne le savez pas. Quand vous entendez du Cole Porter, vous vous dites « Ah oui, c'est Cole Porter », si vous êtes au courant que c'est Cole Porter. Et il n'y a pas de problème à ne pas savoir que c'est Cole Porter. Mais quand vous entendez « I get a kick from champagne », ce genre de choses, vous dites « Ah oui, j'ai déjà entendu ça ». Eh bien ça vient d'une comédie musicale des années 30 de Cole Porter. Mais vous l'entendez quand vous poussez votre caddie, rayon produit pour le bain. C'est pas grave. Mais... bizarrement, dans les centres commerciaux et dans les grands magasins et dans les galeries marchandes, on ne vous passe pas du classique. Si, ou alors des versions un peu réorchestrées, mais on ne va pas vous passer le deuxième concerto pour piano de Tchaïkovski. C'est rare qu'on vous le passe à l'Innovation, rayon sac. Hein. Ça n'est pas... Et donc voilà. Et donc je crois que c'est ça qui a fait que les associations sont pas justes. C'est pas juste. Oui. Parce qu'en fait... Parce qu'il y a des grands compositeurs, quoi. Enfin, mais bien sûr. Et d'ailleurs, quand on réorchestre du classique, souvent les gens du classique font « Oh non, on dit au secours, cette version ». Alors que quand c'est de la comédie musicale, on se dit « Oui, ça se prête bien, finalement. Hein. » Mais non, ça se prête pas bien. Ou alors si, ça se prête bien, mais pourquoi avec le classique, on n'accepte pas? C'est comme si tout... Vous avez déjà entendu ces versions, ça me fait toujours rire, ces versions de ABBA, toutes les chansons de ABBA, réorchestrées orchestre symphonique. ABBA Goes classique. Oui, ABBA Goes classique. Oui, c'est ça, ouais. Et il y a des gens qui trouvent ça fantastique parce qu'on entend vraiment toute la grandeur de la musique d'ABBA. Et quand on fait l'inverse, quand on écrase des morceaux de comédie musicale qui sont magnifiquement orchestrés et qu'on en fait de la musique pour centres commerciaux, alors on dit « Oui, ça c'est normal, hein, c'est normal ». Ben voilà, c'est ça. C'est cette injustice-là. Mais c'est la même injustice que le regard qu'on a par rapport au spectacle dans certaines communautés. Les Flamands ont peut-être un peu moins ça, mais chez nous, on a un problème avec le divertissement, vraiment. Les spectacles populaires. En fait, populaire rime avec un peu moins bien, ou un peu moins intéressant. Mais ça n'est pas vrai du tout. Populaire, c'est pas parce que c'est populaire qu'il n'y a pas de message et qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas quelque chose de fondamental qui peut vous arriver, que vous pouvez entendre. De toute façon, on a tous la même culture au départ. Oui. On écoute la radio, on regarde la télé, on va voir des films... qu'on devienne après avocat, coiffeur ou que sais-je, tout part de la culture populaire.
Et puis surtout, pourquoi est-ce que populaire, ça devrait être un peu... comment oui, mais ça, c'est populaire. Ça, je ne vais pas voir parce que c'est populaire. Moi, franchement, si j'avais pu aller voir un jour un spectacle de Simone Max, j'aurais été voir un spectacle de Simone Max. Parce que c'était comme ça, cash boum boum. Mais elle avait une file de gens depuis le Théâtre de la Gaîté jusqu'à la place Sainte-Catherine. Et donc, populaire, c'est noble. Hein? C'est très noble, populaire. Et d'ailleurs, je pense que les grands classiques, les grands compositeurs de musique classique, à l'époque, faisaient leur musique sans doute pour une élite, mais probablement que leur rêve, c'est que leur musique arrive à tout le monde. Ouais. Et ce qui est génial avec la musique classique, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas. Il y avait des tubes à l'époque aussi. Hein, exactement. Des morceaux qui étaient chantés, repris, etc. Est-ce que tu peux nous présenter ta partenaire? Bien sûr, c'est Julie Delbar. Elle est assise juste là. Et c'est la pianiste fantastique du spectacle. On s'est rencontrés sur Cabaret. Ce qui m'a tout de suite plu avec Julie, c'est qu'elle a un peu la même psychorigidité de perfectionnisme musical, mais ce qui était super, c'est que surtout, on s'est pris les mêmes fous rires sur des trucs complètement stupides en répétition, et que on s'est rendu compte qu'on riait des mêmes choses, mais on n'avait pas du tout le droit de se parler à l'époque, parce qu'elle était donc claviériste et elle était obligée de jouer la métrique musicale pour que nous, bien appliqués, on fasse toutes les voix avec Pascal Charpentier qui cadrait ça de main de maître. Qui a réécrit aussi toute la partition exactement. Pour réduire ça. Exactement, à moins de musiciens. Ouais. Et donc, il y avait un vrai travail. Mais quand même, il y a eu plusieurs moments de partage, de fou rire, mais elle est très capable, en fait, vous ne le savez pas. Elle a l'air un peu comme ça, Sylphie diaphane, mais à l'intérieur, elle est complètement frappadingue. Hein. Elle est complètement dingue. Et en fait, un jour, une anecdote sur Cabaret. Dans Cabaret, je jouais Bobby, qui est un petit rôle. J'étais doublure de MC, que je vais reprendre d'ailleurs à la reprise de Cabaret. Je suis aux Anges. Mais donc, j'étais Bobby. Mais comme j'étais Bobby et doublure, il y avait des moments où, en fait, je n'étais pas sur le plateau. J'étais à l'arrière du plateau pendant que les autres faisaient des choses. Et un soir, je passe derrière les tables. Et je vois la pianiste dans une position sur son clavier, mais pas du tout comme une pianiste. Donc, je vois la pianiste comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle était partie dans un fou rire. Et elle a réussi à jouer toute sa partition pendant les 2h30 de spectacle avec un fou rire constant. Les larmes coulaient sur son visage parce que je ne sais plus, il s'était passé un truc. Je crois que, si vous voulez tout savoir, je crois que ce soir-là, le type qui joue du banjo dans le spectacle, qui n'a que très, très peu d'intervention, s'était endormi sur son banjo. Et à un moment donné, apparemment, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il s'est réveillé pensant qu'il devait jouer, sauf que ce n'était pas du tout le cas. Et que donc, à un endroit où il ne devait pas du tout y avoir de banjo, ce soir-là, il y a eu... Et donc, elle est partie en sucette, mais d'habitude, si on se dit, mais comment gérer si on est en fou rire? Eh bien, elle a tenu jusqu'à la fin du spectacle. Alors, avec sa tête en dessous du clavier, pour ne plus regarder le type qui jouait du banjo, parce que sinon, ce n'était pas possible. Et donc voilà. Donc, Julie Delbar, incroyable pianiste. Que tu vas rejoindre. Oui, je vais la rejoindre. On va chanter. Et donc, puisque on parlait des films de Disney et de toutes ces choses-là, on parlait de l'enfance. Est-ce que je suis resté un enfant? Oui, je crois que je suis resté vraiment un enfant. Du coup, je m'étais dit, je vais boire un tout petit coup d'eau avant, parce qu'il fait quand même assez chaud. Je me suis dit, allier Disney et l'enfance, quelle meilleure idée que Peter Pan. Donc voilà, une petite chanson de Peter Pan. The second star to the right shines with the light that's rare. And if it's Neverland you seek, its light will lead you there.
Moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton film de Disney préféré? Le Livre de la jungle. Ah oui, fantastique. Ah oui. Parce que là, au niveau des musiques aussi... Ah oui. J'aime beaucoup les gens qui vous disent... Il y a des gens qui vous disent... Moi, je n'aime que la musique classique. Je n'aime pas du tout le jazz. On me dit toujours, je n'aime pas le jazz. Comment est-ce qu'on peut dire, je n'aime pas le jazz? Et alors, on leur dit, mais t'aimes bien le Livre de la jungle? Ah oui, et les Aristochats. C'est QFD. Oui, voilà. Ben oui, c'est ça. En fait, évidemment. Il faut essayer le plus possible dans notre vie de ne jamais dire « je n'aime pas ». C'est tellement plus intéressant de dire « j'ai trouvé ça complexe », mais pas « je n'aime pas ». Moi, je dis toujours « c'est pas pour moi ». C'est ça. C'est pas pour moi. En tout cas maintenant, parce qu'en plus parfois c'est pas pour toi, mais 2 ans après, c'est complètement pour toi. 10 ans ou 20 ans après. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une proposition, une œuvre d'art, enfin je veux dire une pièce de théâtre, un roman, voilà, c'est une proposition. Après, les gens sont libres de le prendre ou de ne pas le prendre, mais c'est vrai qu'il y a du travail, il y a de l'effort derrière, quel que soit le... Je voudrais qu'on reparle quand même de la musique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en te présentant, tu es quand même un des rares comédiens que l'on voit souvent sur les scènes et qui, en effet, danse, chante, joue. J'avais envie de dire à l'américaine. Est-ce que tu n'as pas aussi l'impression d'être né au mauvais endroit 16 ans avant et un petit peu au mauvais endroit? Parce que nous ne sommes malheureusement pas en Europe, une terre en Europe continentale, oui. Parce que Londres... En fait, ça dépend. On est en francophonie belge, et ça change beaucoup de choses par rapport à l'accessibilité de ce type de spectacle. Et puis, on s'est demandé très très longtemps, parce qu'on est comme ça en Belgique, est-ce qu'on pourra faire ça, etc. C'est vrai que depuis quelques années, il y a eu Cabaret, il y a eu d'autres expériences qui font qu'à un moment donné, on se dit, mais oui, on en est capable, mais c'est vrai que c'est pas... dans notre culture, on va dire. On se dit, c'est plus anglo-saxon. Oui. Est-ce que c'est un regret, ça, que ça ne se fasse pas ici et qu'il n'y ait pas des théâtres qui fassent ça ici, qui ait des... Voilà, comme là-bas. J'avais lu ma mère, je reviens à ma mère, hein, vous allez dire, ce type est dingue, mais est-ce que si vous doutiez que je suis gay, maintenant vous le savez. Hein, voilà. Mais je me souviens qu'à une époque, quand j'étais au conservatoire, j'avais dit à ma maman, j'avais dit, c'est pas assez. C'est pas assez. J'avais des cours de chant, mais c'était pas assez. Je trouvais qu'on n'allait pas assez loin. J'avais des cours d'expression corporelle et je trouvais que c'était pas assez. On avait un cours de danse et je trouvais que c'était pas assez. Et très intelligemment, ma mère m'a offert un livre qui était dingue, qui s'appelait « Les renoncements nécessaires ». Parce qu'en fait, je crois que ma mère savait pertinemment qu'avoir accès à ce qui se faisait outre-Atlantique ou passer la Manche était quelque chose d'extrêmement compliqué pour un francophone continental parce que les anglo-saxons surprotègent leurs acteurs et qu'ils ont bien raison. Nous sommes dans un pays, malheureusement, en tout cas en partie francophone, qui ne reconnaît ces artistes que quand ils font carrière à l'étranger. C'est terrible, en fait, parce que voilà, on se dit... Les gens vont au théâtre et vous disent, alors je ne parle pas de vous ce soir, hein, ni aux gens qui regardent le streaming, mais souvent en Belgique, on vous dit, j'ai été voir un truc dingue, dingue. Ah oui, c'était quoi? Ça s'appelait comment? Ou ça, je ne sais plus. Donc, ça, première chose. Mais c'était avec l'actrice, là, tu sais, c'est l'actrice... allez, c'est l'actrice... mais si, c'est la très grande actrice qui... elle a joué quoi? Ah, allez, elle jouait ce rôle l'autre fois. Mais si, tu l'as vu, tu l'as vu. C'est cette grande actrice. Et on vous parle de Jacqueline Beer, par exemple. Et vous vous dites, ah, ok. Donc, on n'arrive pas à se souvenir. C'est comme si le culturel, et ça rejoint un peu cette idée du populaire dont on parlait tout à l'heure, c'est comme si le culturel, c'était un truc, comme si la culture en Belgique francophone, c'était du spray, vous voyez? Et qu'on peut acheter plein de bonbonnes de spray, mais le problème du spray, c'est qu'à un moment donné, alors qu'à mon avis, la culture, c'est plus un bloc de granit dans lequel vous taillez des trucs et que vous pouvez empiler et dont vous devriez faire le carrelage de votre salle de bain, par exemple, pour toujours vous souvenir. Bref, tout ça pour dire, est-ce que c'est un regret? J'ai pas envie de me dire que j'ai des regrets, parce que quand on commence à se dire qu'on a des regrets, on ne regarde que ces regrets et on n'avance plus.
si j'avais des regrets, j'aurais pas pensé qu'écrire un spectacle sur les comédies musicales qui me fascinent depuis que je suis gamin aurait pu se monter dans un théâtre où je ne pensais d'ailleurs jamais jouer. Parce qu'on m'avait bien expliqué que moi, au conservatoire, je voulais faire du divertissement et que tu comprends, le divertissement, ça n'intéresse pas vraiment le public théâtral. Et ce qu'on vous dit et ce que vous acceptez qu'on vous dise devient ce que vous êtes. Et donc, pendant tout un temps, je recevais ça et je comprenais. Et donc, j'ai travaillé du Brecht au conservatoire. Et donc, j'ai travaillé du Racine au conservatoire. Et donc, j'ai joué Horace. Horace, enfin, je veux dire, moi qui fais Horace, j'arrivais même pas à sortir mon épée enfin, c'était... Mais parce que tu sais, le contre-emploi, c'est bien, essaye d'aller chercher des trucs, voilà. Et donc, pendant tout un temps, j'ai essayé d'être quelque chose que, en fait, je n'étais pas du tout, mais que, sans doute, si j'étais, peut-être qu'on m'engagerait dans les théâtres qui étaient les bons théâtres dans lesquels il faut travailler. Et puis, à un moment donné, j'ai oublié ça. Et quand j'ai eu mon premier prix en poche, j'ai commencé par la revue Panique avec Charlie de Goth, où on travaillait sur Topor. Et Topor, c'est au début des années 2000. Hein. C'est ça, exactement. Moi, j'ai eu mon premier prix en 2000. Et donc, en 2000, c'était les premières rencontres au Théâtre de Poche. Et donc, on travaillait sur Topor. Ouais. Topor, son propos fondamental, c'est la merde. Donc, voilà, commencer par ça, avec Charlie de Goth, qui était un super metteur en scène, complètement barré. Et donc, on avait créé une revue improbable. Et retravaillé plus tard. J'ai retravaillé plus tard au TTO avec Zaventem, moi non plus. Et en fait, ce qui m'a conforté dans l'idée qu'en fait, il ne fallait pas écouter tout ça, c'est que de ce spectacle très vulgaire qu'était la revue Panique, parce que moi, j'avais trouvé une super bonne blague, on arrivait face public et on disait « Vous aussi, découvrez le plaisir du chocolat belge ». Je me retournais et il y avait un autre comédien qui disait « Faites-vous fourrer » et on sortait de scène. Donc, c'était ce niveau de blague-là. Et pourtant, les gens adoraient, c'était super drôle et c'était tous des jeunes comédiens, donc on avait une super énergie. Et dans ce spectacle, à un moment donné, je faisais un rôle de travesti pour me moquer d'une vieille revue avec Lynn Renaud, parce qu'encore une fois, il avait fallu que je place un vieux truc de Lynn Renaud, parce que j'ai toujours besoin de mettre des trucs de vieilles chanteuses mortes. Non, elle n'est pas encore morte, elle n'est pas encore morte. Non, elle n'est pas encore morte. Celle-là n'est pas encore morte. Mais tout ça pour vous dire, tout ça... J'espère qu'elle va pas... Mais je l'adore, en plus je l'adore. Mais non, oui. Fou, tu n'as pas appris, cette nuit, Antoine, elle est morte. Ah non, mais donc tout ça pour vous dire que j'étais dans cette revue par rapport au regret. Hein, et j'aurais pu me dire, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce spectacle, parce qu'en fait, c'était quand même très boum boum cash. Et donc, j'ai fait ce truc de travesti. Eh bien, mon premier contrat au Théâtre du Parc, qui est quand même pas du tout un théâtre où on s'attend à... C'est grâce à ce spectacle, parce que dans ce spectacle, Tony Cecchinato, qui allait monter une comédie pour les fêtes, avait vu un travesti superbe dont il avait adoré les jambes, et Yves Larec, qui à l'époque était le directeur du Théâtre du Parc, m'a téléphoné en me disant « Monsieur Guillaume, c'est Yves Larec, Monsieur Tony Cecchinato voudrait que vous fassiez partie de... » Donc, si j'avais hésité à aller dans la complétude, en fait... Je n'aurais pas eu ça. Parce que juste après Histoire d'amour, le côté barré, c'était qu'on a créé le café-théâtre de la Toison d'Or. Et de ce café-théâtre complètement barré, où nous faisions aussi des spectacles improbables, vraiment improbables, avec des gags, mais que nous, on aimait beaucoup, Sébastien Ministru est venu voir le spectacle. Et il a aimé mon travail. Et il m'a proposé un premier rôle. Et donc, en fait, oui, j'aime bien faire du divertissement. Ça ne veut pas dire que je sais faire que ça. Et puis c'est une bonne école aussi. Voilà. Mais donc le regret, pour revenir à ce regret, c'est qu'en fait, bien entendu que j'aimerais. J'ai essayé, je me suis renseigné pour aller faire une école d'art en Angleterre. C'était très, 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 très cher. Et à l'époque, je pense que c'est encore toujours le cas, vous pouviez suivre la formation, mais vous deviez signer une décharge qui attestait du fait qu'après votre formation, vous ne chercheriez jamais de travail dans le monde anglo-saxon du spectacle. Et d'ailleurs, posez-vous la question de savoir, ceux parmi vous qui ont été voir des spectacles à Londres ou des spectacles aux États-Unis, combien de fois avez-vous vu sur une scène anglo-saxonne un acteur d'origine européenne? Il y en a eu quelques-uns, il y a eu Jérôme Pradon, qui a eu la chance de créer Marius
dans la version des Misérables pour le bicentenaire de la Révolution française à l'époque en France, et que comme Cameron Mackintosh produisait le spectacle, il s'est dit « Oh, voilà un bon Marius, faisons-le travailler en Angleterre ». Et de ce rôle-là, il a pu jouer dans Martin-Guerre et après dans Jésus-Christ Superstar. Et il y a eu Liliane Montevecchi, qui, sur un coup de bol total, cette femme était meneuse de revue aux Folies Bergères, et sur un coup de bol total, elle se trouvait à New York au moment où Maury Heston créait le spectacle Nine. Et dans ce spectacle, il y a à un moment donné un personnage de Française complètement fantasque dont il voulait qu'elle soit l'égérie des Folies Bergères. Et donc, ça collait parfaitement, il l'a rencontrée. Mais ce sont les deux seuls vrais artistes de renommée qui ont fait ça. Parce qu'en fait, je vous le disais, ils sont ultra protectionnistes. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils subliment leur potentiel constamment. Vous ne voyez que le meilleur. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas le meilleur n'a pas d'intérêt. C'est juste que vous le verrez ailleurs. Et qu'à un moment donné, comme je vous disais, quand votre ticket de théâtre coûte jusqu'à $200 parfois, il faut que le rapport soit... Il faut que vous sortiez épaté. Oui, le regret, il est arrivé à un moment donné. Évidemment, quand on a 20 ans, on ne voit pas les choses de la même manière. On se dit, si j'avais fait une école là-bas, et puis on a vu 25 000 fois le film Fame, et donc on se dit qu'on aimerait bien être Leroy, le petit danseur black, et on s'identifie vachement à la gamine qui fait du théâtre et qui croit qu'elle est déjà une grande actrice, parce qu'on est au conservatoire et qu'on se dit, en fait, c'est moi. Parce qu'en plus... J'ai commencé très tôt, moi, je suis sortie de l'école à 18 ans et j'ai fait tout de suite le conservatoire. À l'époque, les gens qui présentaient le conservatoire, ils avaient 22, 23. Moi, je suis sortie du conservatoire avec mon premier prix en main à 20 ans. Donc, j'ai commencé une carrière très très tôt, ce qui est génial dans l'absolu. Et encore une fois, on m'avait dit « Oui, mais t'es trop jeune, tu sais, tu joueras dans rien du tout avant d'avoir 40 ans. » Ben, c'est pas vrai du tout. Je veux pas dire que les gens qui m'ont dit ça étaient des mauvaises personnes, c'est juste qu'il n'y a pas un parcours qui est comme l'autre, donc pourquoi avoir des regrets? Oui, j'ai eu des regrets une fois, parce que quand vous allez voir Les Misérables pour la 11e fois, et que Marius entame seul devant cette table vide, et qu'il atteint cette putain de note que vous, en tant que baryton, vous n'atteindrez jamais, parce qu'en fait, c'est un ténor, et que vous vous dites, en fait, j'aimerais bien être là maintenant, tout de suite, mais juste à sa place, pas ici dans le siège, il y a une pointe de regret. Mais si vous cultivez ce regret, vous n'allez plus voir de comédie musicale. Et vu le plaisir que les comédies musicales m'apportent, il n'est pas question que quelque chose casse ça. Donc, mais non, je ne regrette pas, parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que je crois qu'avec ce spectacle-ci, j'éveille plein de gens à l'envie de découvrir cet univers que probablement eux non plus ne connaissent pas de la même manière que moi je ne le connaissais pas à 16 ans. Et donc je ne suis pas du tout en train de dire « je suis très intéressant, venez voir mon spectacle ». Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, le travail de Michel Casson-Ellenbogen sur ce spectacle-ci, ça n'était pas « je vais vous raconter l'histoire de la comédie musicale ». Il y a une phrase dans le spectacle qui dit « impossible de prévoir la naissance d'une passion, simplement génial de s'en découvrir une ». Et je crois que c'est ça. Quand vous catchez quelque chose qui vous kiffe votre race, comme on dit, je ne sais même pas le dire, ce sont des mots trop jeunes dans ma bouche. J'avais une fois vu, Thierry Ardisson avait demandé à Mireille Mathieu de dire Mireille, pourriez-vous dire « je kiffe ma life » Et donc elle avait dit « je kiffe ma life ». Donc voilà, j'avais un peu l'impression d'être Mireille Mathieu. Mais donc, quand vous chopez une passion, et ce n'est pas un truc qui se fait tous les 2 jours au coin d'une rue, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et donc, c'est ça qu'on raconte dans Vous avez dit Broadway. Donc, ouais, peut-être une fois à une représentation des Misérables, où j'étais probablement un peu plus fatigué que d'habitude et où je me suis dit fais chier. Mais pas... Tu y vas souvent? C'est pas de la jalousie, en fait. Tu y vas chaque année? Tu suis l'actualité? Ça a été très, très difficile parce que à cause de Cabaret, et ça, je le dis à... Où est Michel? À cause de Cabaret, je n'ai pas pu aller à New York pendant 2 ans. Mais donc, c'est pas du tout... Oui, c'est pas du tout à cause, en fait. Mais donc, c'est vrai que je me souviens que cette année, en juin, je suis reparti et j'ai été 10 jours. Et je me suis rendu compte que ça n'était plus possible. Je ne peux plus attendre 2 ans. Je peux attendre 1 an, mais je dois recharger les batteries 1 fois par an. Même si j'y vais moins longtemps, j'irai 1 fois par an. Et donc, oui, mais recharger les batteries, mais c'est pas uniquement aller voir des spectacles, il y a autre chose autour. Oui, il y a de l'énergie. Il y a le voyage,
Il y a la ville. Le voyage, c'est ce que j'aime le moins, moi. J'avoue que... Mais il y a... Les gens disent toujours, tu n'as jamais peur des atterrissages. Avec une maman hôtesse de l'air, pourtant. Oui, mais ça, oui. Mais... Non, y a pas de... Après, je ne suis pas terriblement angoissé, mais les gens disent toujours, tu n'as pas peur de l'atterrissage. Moi, j'ai peur des décollages. Ah oui. Parce qu'en fait, arriver en bas, ça va arriver, de toute façon. Que ce, non, que ce soit bien ou pas bien, mais monter... Les problèmes, c'est généralement au décollage ou à l'atterrissage. Et Entre les deux, ça marche. Mais souvent, à l'atterrissage, les gens ne pensent pas qu'il y a des problèmes, alors que les problèmes arrivent souvent plutôt à l'atterrissage. Ouais. Si vous saviez le nombre de trains d'atterrissage qui ne sortent pas à temps, parce que moi j'ai une maman hôtesse de l'air, donc je le sais. Mais en revanche, au décollage, regardez les réactions des gens. Le moindre bruit, parce qu'un avion, ça fait du bruit quand ça décolle. Il y a les flaps, il y a les turbines, il y a l'aile de maintien, tout ça fait du bruit. Mais au décollage, c'est beaucoup plus grave que à n'importe quel autre moment dans le... Moi, j'ai un truc, enfin, je regarde les hôtesses, justement. Ah oui. Parce que si les hôtesses ne manifestent pas d'inquiétude, je me dis, c'est bon. Si l'hôtesse, à un moment donné, alors là où ça ne va pas du tout. Non, elles ne feront, en général, elles ne feront pas. Ouais, mais sachez-le, si l'hôtesse va s'asseoir sur le jump seat, ça va secouer. Parce que vous avez déjà remarqué, dans les turbulences, souvent, le truc fait... Et donc tout le monde fait clic, 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 mais les hôtesses continuent à déambuler à leur aise. Avec les bines, elles enlèvent un peu les verres d'eau, les verres de vin, parce que les gens n'ont pas envie de... Mais si vous voyez les hôtesses qui rangent et qui s'asseyent sur le jump seat et qui s'attachent, vous pouvez mordre la coudoir parce que ça va secouer. Bref. Je reviens sur cette petite phrase, recharger mes batteries. Il y a le spectacle, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a autour de... Enfin, il y a... Tout, mais tout, il y a tout. Et voir le spectacle et puis peut-être rencontrer les gens. Évidemment, évidemment. Et rencontrer des gens qu'on ne connaît pas ici, mais que moi je vois dans les films que je regarde depuis que je suis tout petit. Parce qu'en fait, par exemple, Bernadette Peters, qui est une comédienne que tu connais, parce que tu m'as dit à la fin d'Antoine Guillaume, ne le dis à personne, mais je connais Bernadette Peters. Bernadette Peters, comme ça, probablement, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais pour moi, Bernadette Peters, c'est la méchante dans Annie qui veut venir kidnapper Annie à un moment donné. Et cette actrice, je la vois depuis que j'ai 5-6 ans dans des films. Et donc, quand j'ai été la voir sur scène, mais il fallait que je rencontre cette femme. Donc, j'ai été attendre comme tous les gens qui attendent. Mais là-bas, il y a une structure créée pour les gens qui veulent attendre. Il y a des barrières nadar qui permettent aux gens de présenter leur programme. Ils sortent tous avec un stylo pour faire une signature dans les programmes. C'est américain. Alors, on va dire oui, mais c'est hyper commercial et c'est hyper merchandising et tout ça. Mais c'est fantastique de ramener, après avoir été ému en allant voir un spectacle, je vous le disais, nos souvenirs souvent sont matériels, mais pas matériels. Nos souvenirs sont physiques souvent. Et le fait d'aller voir ces gens-là et d'avoir un contact autre que juste j'ai payé $200 et je les ai vus chanter, mais c'est magique. Je me souviens que quand j'ai été voir Bernadette Peters dans A Little Night Music à Broadway, j'ai attendu et j'étais tellement ému que c'est la première fois de ma vie que j'ai perdu mes mots. Donc quand elle est arrivée devant moi avec un grand sourire, je voulais lui dire « We are waiting for you so much in Europe ». Donc on aimerait tellement que vous veniez en Europe. Et j'ai dit un truc qui a fait « Ouais, c'est Europe ». Et très poliment, elle m'a dit « I didn't understand you ». Et donc, très calmement, avec les autres gens, parce qu'il y a plein de gens qui attendent évidemment, elle a pris le temps pour moi. Et donc elle me dit « Oh, merci beaucoup ». Et l'année d'après, elle jouait dans un autre spectacle qui était fantastique aussi. Et je me suis dit, je voudrais la revoir en fait, je voudrais la re-rencontrer. Et donc je suis allé attendre Bernadette Peters une deuxième fois. Et je lui ai dit, quand elle est sortie, je lui ai dit, je vous ai vu l'année dernière dans A Little Night Music. Et donc j'ai déjà votre signature dans mon programme. Je n'en ai donc pas besoin dans ce programme-ci. Cela dit, si vous regardez l'affiche qui est là, c'est l'affiche de Follies. C'est la tête de Bernadette Peters. Et je lui ai quand même demandé l'autographe. Donc voilà. Mais donc je lui ai dit, je n'en ai pas spécialement besoin, est-ce que ça vous dérangerait que je vous tienne la main pendant quelques secondes? Et alors qu'elle aurait pu dire, mon Dieu, parce qu'ils ont une culture très frileuse du contact, parce qu'ils ont toutes ces histoires de procès en cas de harcèlement et tout ça. Et ce qu'elle m'a dit, c'est, oh, c'est tellement européen.
Et elle m'a donné sa main. Et donc, c'était fantastique parce que j'avais sa main dans la mienne. Et bien sûr, pendant que sa main était dans la mienne, elle a commencé à signer des autographes dans d'autres programmes parce qu'elle doit continuer sa soirée. Mais elle me l'a octroyé, le moment, elle me l'a octroyé. Quand j'ai été voir Glenn Close dans A Delicate Balance de Edward Albee à Broadway, tous les gens étaient avec leur téléphone quand elle est sortie, tendaient leur programme. Et le plus important, c'était de prendre une photo de Glenn Close qui signait leur programme. Et je me souviens que moi, j'arrivais pas bien à passer et je voulais avoir aussi une signature de Glenn Close sur mon programme. Et à un moment donné, elle était en train de partir et je me suis dit, tu ne peux pas louper ce moment, c'est pas possible, tu ne peux pas. Et donc je lui ai dit, Madame Close, elle s'est retournée, puisque les gens ne lui parlent pas d'habitude, les gens lui tendent juste du papier parce qu'ils veulent un. Et je lui ai dit, Madame Close, thank you so much for the show. I'm an artist too, and you are such an inspiration. Et donc, là où tout le monde voulait juste une image de Glenn Close, moi j'ai eu le regard de Glenn Close pendant 25 secondes, rien que pour moi, avec un contact qui a été « merci d'être un être humain, d'être une personne en fait ». Après, sans doute qu'elle s'en fout, et sans doute, enfin, je pense même pas qu'elle s'en fout, parce que je crois que les gens pas accessibles, ils font pas ce métier. Mais en tout cas, je me suis dit, ce soir-là, j'ai été boire un café après, quoi. Alors qu'avec le décalage horaire, c'était une très mauvaise idée. Je dirais ça. Mais donc voilà. Donc oui, il y a tout ça. C'est idiot, mais il y a une culture de l'avant-spectacle, il y a une culture de l'entracte, il y a une culture de l'après-spectacle. Les spectacles démarrent par tout un merchandising avec des ouvreurs qui s'adressent réellement à vous, qui prennent le temps d'aller réellement vous installer. Alors d'accord, les théâtres font 2000 places, donc il vaut mieux qu'il y ait des gens qui vous indiquent où c'est, parce que sinon on se perd, et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, puisque ces endroits sont quasiment pleins tous les soirs. Il y a ça, vous recevez le playbill, vous le lisez. À l'entracte, on vend des glaces, des bonbons. Il y a une vraie culture de l'entertainment, du divertissement. Et les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de concrétiser leur émotion du spectacle. C'est idiot, mais le petit gobelet en plastique que vous avez quand vous prenez un verre de vin à Broadway, vous avez été à Broadway récemment et vous l'avez eu, voilà. Sur le gobelet, vous avez quelques gobelets, sur le gobelet, il y a le titre du spectacle. C'est pas juste un gobelet en plastique. Mais vous ne payez pas plus cher votre verre de vin parce que c'est juste que vous êtes à ce spectacle-là, donc ce petit souvenir, bon, votre vin coûte assez cher quand même, mais voilà. Est-ce que tu es un nostalgique? C'est vrai ça dépend de quoi. Alors tu brosses le portrait d'un genre musical et tu commences vraiment aux origines. Et puis tu passes par les années 30, 40, 50 jusqu'à aujourd'hui. Tu égratignes au passage et très rapidement les tentatives françaises. Mais il y a des très belles... Alors, parce que c'est rigolo, parce que beaucoup de gens... Alors, beaucoup de gens me disent, dis le passage sur les comédies musicales françaises, tu n'y vas pas de main morte. Mais c'est parce que c'est ce qu'ils ont eu dans l'oreille depuis les années 90. Et donc, c'est quelque chose de très proche. Et c'est vrai que j'égratine, mais parce que... Je peux raconter une anecdote sur Notre-Dame de Paris? Oui. Et après, je repose la question. Oui, pardon. Non, mais vas-y. Notre-Dame de Paris, qui s'est jouée, je crois, 108 ans en France. Notre-Dame de Paris. Donc, à l'époque, à Londres, il y a un spectacle de Disney qui est Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, et qui triomphe avec des décors incroyables, avec des costumes incroyables, des orchestrations incroyables, des ballets incroyables, des acteurs incroyables. Et c'est au Dominion, c'est un énorme théâtre, où pendant des années après, il y a eu We Will Rock You, bref. Et l'énorme succès de Notre-Dame de Paris en France fait que pour une fois, les anglo-saxons se disent « Tiens, c'est vrai que nous, on n'a pas encore de comédie musicale sur The Hunchback of Notre-Dame. Pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas cette comédie musicale en reprenant les droits, mais on traduit en anglais, puisque dans le casting original de Notre-Dame de Paris, il y avait Garou, Daniel Lavoie et tous ces gens qui étaient déjà capables de chanter en anglais, qui ont une culture un peu anglo-saxonne, mais pas tous. On a remplacé Hélène Ségara par Tina Arena, je crois qu'ils ont bien fait. Et donc, mais non, mais pour les Anglais, je veux dire... mais non, mais je crois qu'Hélène Ségara ne sait pas chanter en anglais, c'est tout ce que j'ai dit. Même avec Andrea Bocelli, elle n'a pas chanté en italien. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ils décident de produire Notre-Dame de Paris, que l'on réduit à Notre-Dame, très cash, on crée un nouveau logo, et on décide de le produire au Dominion.
On rase les décors de Beauty and the Beast, qui avaient quand même pourtant encore salle pleine. On les détruit, donc ça n'est même pas, il n'y a même pas moyen après de se dire on va remonter si jamais ça ne marche pas. Et donc, on arrête Beauty and the Beast de Disney, ok, super, et on produit Notre-Dame. Et donc, chez les anglo-saxons, il faut savoir que dans la première partie de représentation, il y a des previews auxquels vous pouvez assister, qui sont des représentations de représentations générales, mais payantes. Et donc, tous les soirs, le spectacle change parce que de réaction du public en réaction du public, chaque jour, les comédiens réajustent des choses, etc. Et puis arrive la Grand Opening Night, où les critiques arrivent et on ne se relève pas des critiques anglo-saxonnes. Si la critique a décidé que c'était mauvais, personne n'ira, parce qu'il y a tellement d'offres et ça coûte tellement cher qu'on ne va pas aller quelque part où on a dit que c'était mauvais. C'est idiot, mais parfois il faudrait le faire, mais voilà, c'est comme ça. Et Notre-Dame fait ses previews, qui ne sont pas géniales, mais on réajuste, on réajuste, on réajuste. Et Notre-Dame opens at the Dominion, et le lendemain, les tabloïds notent en première page Notre-Dame, : It's not a musical. Fini. Fini. Donc, c'est qu'il y a quelque chose vraiment dans le format qui n'est pas la même chose. Ce sont des spectacles de variété musicale dans lesquels on sépare le jeu, le chant, la danse, là où les anglo-saxons subliment l'ensemble et ne font arriver le chant qu'à des moments très précis, c'est-à-dire le moment où des mots simples ne sont plus suffisants. Je vais te laisser dans quelques instants te préparer pour le spectacle. Oui. Et puis aussi, mais tu avais une question que j'ai interrompue mais je vais te reposer cette question. Est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique? Mais par rapport à quoi? Mais par rapport à... On peut être nostalgique de périodes qu'on n'a pas vécues ou qu'on n'aurait pas pu vivre. Ouais. Voilà, moi je suis né en 62, tu es né un peu plus tard. On peut être nostalgique des années 50, par exemple, parce que... 62, j'aurais dit 82, moi. Ah oui, c'est vrai, c'est gentil. Je ne suis pas venu pour rien. Voilà, on peut être nostalgique de périodes que nos parents nous ont racontées parce qu'ils l'ont vécu. Bon, l'Expo 58, par exemple, que je n'ai pas vécu, mais qu'on m'a raconté. Et puis je vois les images, et puis je me dis, tiens, ça aurait peut-être été marrant de vivre ça. Est-ce que tu as ce type de nostalgie-là? Est-ce que tu es nostalgique? Parce que c'est vrai que c'est un spectacle ici où tu parles quand même de choses qui sont, pour la plupart, des choses du passé. Oh, pas du passé. Ça dépend ce qu'on appelle l'époque contemporaine aussi. Ouais. Ton passé n'est que ce que tu as décidé qui était dans le passé. Ouais. Après, oui. Mais est-ce que Jésus-Christ Superstar en 71, c'est déjà le passé? C'est pas un passé très lointain. Donc, c'est quand même dans notre oreille. Donc, je suis nostalgique de quoi? Mais je pense aussi à tous ces artistes qui ont porté à un moment donné toutes ces comédies musicales dans les années 40, Fred Astaire, Debbie Reynolds. Voilà, tous ces gens-là. Mais ça, c'est des... Oui, aller voir Julie Andrews à Londres et savoir que dans la même semaine, il y avait Debbie Reynolds dans un autre théâtre et l'avoir loupé, ça me fait de la peine, je suis nostalgique. Maintenant, est-ce que je suis nostalgique de période? J'aurais bien aimé vivre à la Belle Époque, mais vous avez vu de quoi on mourrait à la Belle Époque? Je ne sais pas si vraiment... Non, mais il y a toujours ça. En fait, tu peux être nostalgique de quelque chose, mais il y a toujours un à côté qui est... Oui, c'est ça. La nostalgie est souvent sélective. Nostalgique, je réfléchis s'il y a vraiment un truc... J'aimais bien les costumes Belle Époque, j'aurais adoré aller à des soirées en frac Je me souviens que quand j'avais été nominé au prix de la critique il y a déjà 5-6 ans, je ne sais plus, je m'étais habillé très très bien. J'avais acheté une veste de tuxedo chez Dries Van Noten, j'avais mis un pantalon à pince et j'avais mis des souliers vernis. Et je suis arrivé au Théâtre National et la majorité des comédiens étaient en jeans, baskets, avec des hoodies. Et on m'a tapé sur l'épaule en disant « Hé, t'as mis ton costume ?» Et en fait, vous riez, mais très honnêtement, ce soir-là, je me suis dit « Eh bien voilà pourquoi on n'y arrivera pas. Voilà pourquoi on n'y arrivera pas. » Parce qu'en fait, même ceux qui le font ne le sacralisent pas. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé avec Michel, c'est que dans ce spectacle, tout est sacralisé. Tout, depuis le moment où je prends un morceau de tissu rose que je mets sur mes épaules et qui dans l'absolu ne représente rien. Mais si tout a un sacre, ça ne veut pas dire que c'est un spectacle super sur le sang, c'est pas du tout ça. C'est juste que chaque chose existe parce qu'elle a un goût, simplement un goût. Et donc nostalgique,
oui, j'aurais bien aimé voir comment c'était l'époque avec les Vertugadins, mais en même temps, mourir de la petite vérole, je ne suis pas certain. J'aurais adoré découvrir New York quand il n'y avait pas les gratte-ciel. Ça devait être génial. New York avec une vraie vue, ce genre de choses. Mais je vis dans le passé, mais je ne le regrette pas. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que... Mais tu vis quand même un peu dans le passé, oui. Mais quand je dis je vis dans le passé, il y a plein de choses du passé qui m'intéressent. Et l'avantage de l'être humain, c'est qu'il archive. Et comme il archive, il peut réécouter. Et donc, les gens te disent « Ouais, mais t'es pas très contemporain, toi. » Mais je m'en fous, puisqu'en fait, le contemporain d'aujourd'hui, ce sera le passé de demain. Et donc, ce que je rate en contemporain maintenant, au lieu de t'acharner à essayer d'être dans le vent et toujours devant, tu pourras le récupérer après si tu l'as pas récupéré. Donc, oui, c'est vrai, j'ai pas vu Lady Gaga en concert. Est-ce que j'ai raté quelque chose, moi? Je sais pas, j'ai vu Barbara Streisand, j'ai vu Liza Minnelli, j'ai vu Cher. Est-ce que tu vis dans le passé un peu comme un historien? Parce que moi, j'ai l'impression que tu as une culture. Enfin, on en a eu un tout petit échantillon. Mais si tu me parles d'histoire, je suis nulle part. Hein. Non, bien sûr. Je ne vais pas placer Louis XIV après Angela Merkel, mais quand même. Mais dans ton domaine, dans ce domaine-là, j'ai l'impression que tu as une maîtrise d'historien. Tu connais des anecdotes. Tu sais pourquoi ces gens-là ont joué telle ou telle version de tel spectacle. Mais parce que je te dis... Et donc, c'est une passion pour l'histoire, mais avec presque une démarche d'historien, parce que tu te documentes, parce que tu sais les choses, mais parce que tu vas jusqu'au bout aussi, non? En même temps, les choses qui m'intéressaient quand j'étais petit, c'était Bernard Pivot, c'était Maître Capello, c'était Léon Zitrone. C'était tous des gens qui te racontaient quelque chose, mais de fondamental. Ouais. Et même si tu ne comprenais pas ce qu'ils te racontaient, ils te le rendaient accessible. Et c'était un peu des professeurs de l'histoire qui se déroulait au moment même. Alors que d'habitude, on te racontait plutôt des trucs qui s'étaient passés. Ouais. Et je trouvais ça génial. Maître Capello, est-ce que quelqu'un se souvient des jeux de 20 heures? Oui. Et est-ce que quelqu'un se souvient du jeu dans les jeux de 20 heures qui s'appelait le pickpock? Le pickpock, c'était une partie entre une star, souvent Monsieur Hernandez, ce qui me ravissait parce que j'adorerais Monsieur Hernandez, qui maintenant est dans Scène de ménage, bon ok. Et Monsieur Hernandez souvent jouait, et c'était un mot qui apparaissait à l'écran, et l'auditeur ou le spectateur changeait une lettre. Donc on avait par exemple vite, et le spectateur changeait le V et mettait C, donc ça faisait sit. Et donc on rigolait parce que qu'est-ce que Monsieur Hernandez allait changer comme lettre. Et j'adorais ce jeu parce que bêtement avec un jeu comme ça faisait travailler la tête. Ouais. Et c'est une démarche de tout le temps, quoi. Peut-être une dernière question parce qu'il est déjà. Je me rends compte que cette heure et demie a passé, mais vraiment. Oui. 1h30, on a fait 1h30. 1h30 bientôt. Et je pense que notre moment sur Facebook se termine dans 6 minutes. D'accord. Mais j'ai l'impression que après tout ce que tu... Et on refera une deuxième la saison prochaine. En allemand. En allemand, voilà. Et en costume. Et en costume. En costume de Molière. Oui, en marquis. Non. Non, moi j'ai l'impression, et après je te laisserai chanter une dernière chanson, d'accord, qu'une des phrases les plus importantes de ce spectacle, alors je ne la connais plus par cœur, mais c'est une phrase qui dit en substance... il faut toujours retenir le nom des gens ou des comédiens qui vous ont fait rêver et les transmettre. En fait, c'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est une frustration en Belgique francophone que de ne pas pouvoir parler du théâtre avec les gens parce qu'ils ne se souviennent pas des noms des gens qui les ont fait vibrer. Et donc les gens ressentent que quelqu'un en face d'eux, qui est une vraie personne, qui n'est pas une machine, les fait chavirer par rapport à des choses incroyables. Moi, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu Masterclass, joué par Fanny Ardant. J'ai vu Masterclass, joué par Patti Lupone. Et j'ai vu Masterclass, joué par Jacqueline Beer. Et c'est Jacqueline Beer que je retiens. Parce que Jacqueline Beer était la personne qui était la plus concrète par rapport à ce que j'attendais de ce spectacle. Mais je sais le nom des 3 comédiennes parce que je ne veux jamais oublier laquelle m'a chaviré. Je ne veux pas juste pouvoir dire « j'ai vu Masterclass ». Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, ça n'est pas Masterclass, en fait, qui m'a vraiment intéressé. C'est Madame Beer, quand elle dit Masterclass, j'entends
ce que j'avais besoin d'entendre du spectacle de Terence McNally. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. C'est que bien sûr que je passe pour un frappadingue quand je dis « Ah oui, tu as vu Les Misérables ?» Et qui faisait Fantine? C'était Joanna Hemphill ou c'était Ruthie Henschel? Parce que quand Ruthie Henschel l'a fait, elle a été doublée à un moment donné par Lindsay Hurley. Et Lindsay Hurley avait une angine à ce moment-là. Et donc, Ruthie Henschel est revenue. Et donc, les gens me disent toujours... Donc, pourquoi? Why? WTF, comme on met maintenant en hashtag, vous voyez? Mais en fait, c'est super important, ça. Je crois, moi, que c'est super important. Et je crois que c'est ça qu'a entendu Michel quand il a lu le texte que j'avais écrit. Pas la partie didactique, parce que la partie didactique, et c'est d'ailleurs très drôle, parce qu'en fait, je crois que Michel s'en fout de la partie didactique, mais pas s'en fout dans le sens où... Je crois que sa priorité n'est pas que les gens retiennent toutes les dates et la belle histoire de la comédie musicale. Vous avez vu comme c'est intéressant? Non, en fait, il était très intéressé par la manière de raconter l'histoire. Et je crois que ce qui est super avec les acteurs, c'est la manière dont ils vous racontent les histoires. C'est un petit peu pour ça aussi que ces rencontres existent, c'est pour que les gens aient ce genre d'histoire. Merci Antoine Guillaume. Avec plaisir. Et on se quitte en musique. Oui, avec une musique. Oui, je vais... on se quitte avec une chanson, alors plus accompagnée... Oui. Non, c'est un playback Julie, honteusement. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle une bande orchestre. Une bande orchestre, mais c'est un petit orchestre parce que c'est un piano, donc ça va aller. C'est une chanson... C'est une chanson d'opérette française parce que, sachez-le, malgré tout, la comédie musicale anglo-saxonne découle un petit peu quand même de l'opérette française. Donc, tout n'est pas acheté chez les Français. Voilà. C'est une chanson qui s'appelle « Pour bien réussir dans la chaussure ». Et c'est extrait de l'opérette qui s'appelle « Dédé ». Et c'est une chanson que j'avais vue en télé, interprétée à l'époque par Jacqueline Maillan et ce type qui a fait Nestor Burma. Je ne me souviens plus de... Vous voyez, je me souviens plus du nom. Guy Marchand. Guy Marchand. Destiné, on était tous les deux. Mais je me souviens de ce qu'il a chanté. Ce qui n'est pas une bonne chose, en fait, je me rends compte. Bien. Donc voilà, c'est Pour bien réussir dans la chaussure de l'opérette Dédé. Loin de ce qu'un fin peuple vante, la souplesse du veau, du poulain, du chevreau n'a dans cette affaire aucune importance. Foin des réclames tapageuses pour vanter les souliers. Si la vendeuse est capiteuse et connaît son métier. Et c'est pourquoi j'ose prétendre, croyez-moi, que souvent, à Paris, la façon de vendre vaut bien mieux que ce qu'on vend. Pour bien réussir dans la chaussure, portez tout simplement un corsage dont l'échancrure laisse voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grisée dira « ça y est ». C'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît. Pour bien réussir dans la chaussure, portez tout simplement un corsage dont l'échancrure laisse voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grisée dira « ça y est, c'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît ». Maintenant, vous devez imaginer une vendeuse du rayon chaussures à lino. Au lieu de faire un tas d'épates qui rase le client, venez en souriant vous mettre à genoux ou à quatre pattes. Quand il verra votre plastique, alors il achètera dans la boutique sans une critique tout ce qu'on lui présentera. La première note de la gamme, c'est le dos, est-ce vrai? De même le dos de la femme est le premier de ses attraits. Alors, pour bien réussir dans la chaussure, portez tout simplement un corsage dont l'échancrure laisse voir vos trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grisée dira « ça y est, c'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît. » Pour bien réussir dans la chaussure, portez tout simplement un corsage dont l'échancrure laisse voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture dira « wow, ça y est, c'est tout à fait ma pointure et c'est exactement la forme qui me plaît. » Merci. Merci à toi. C'était super. Merci. Plaisir, plaisir, dit.
On finit comme ça. On s'en va. Oui, on va aller se préparer, évidemment. À tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure.